La bouée de sauvetage. Se dirigeant maintenant vers le sud-est, à l'aide de l'aiguille d'Achabe, sa progression seulement déterminée par le loch et la ligne, le Pécode continua sa route vers l'équateur. Ce long voyage à travers des eaux si peu fréquentées, où aucun bâtiment ne fut signalé, puis les vents alizés, qui vinrent ralentir sa marche sur des vagues douces jusqu'à la monotonie, tout cela semblait préluder à quelques scènes tumultueuses et désespérées. À la fin, le vaisseau atteignit les lisières, pour ainsi dire, des terrains de chasse de l'équateur. Quand les ténèbres profondes qui précèdent l'aube, il serrait sous le vent un groupe d'îlots rocheux, quand les hommes de quart, alors commandés par Flasque, furent effrayés par un cri surnaturel plaintif et sauvage, comme les gémissements inarticulés des fantômes de tous les innocents massacrés par Hérode. Tous sortirent en sursaut de leur rêverie et pendant quelques instants, comme paralysés, se tinrent debout ou assis ou penchés, écoutant tant que dura le cri sauvage. La partie chrétienne ou civilisée de l'équipage dit que c'étaient des sirènes et frissonna, mais les harponneurs païens restèrent impassibles. Seul le vieux type de manne déclara que c'étaient là les cris d'hommes qui venaient de se noyer. En bas dans son hamac, Achabe n'entendit pas parler de cette affaire avant l'aube grise, quand il monta sur le pont. La chose lui fut alors racontée par Flasque. Achabe eut un rire sombre et expliqua ainsi le phénomène. Les îles rocheuses devant lesquelles était passé le navire étaient fréquentées par un grand nombre de phoques et quelques petits ayant perdu leur mère, ou quelques mères, leurs petits, avaient dû monter à la surface de l'eau, près du navire, et le suivre un moment, criant et sanglotant, avec leurs plaintes si humaines. Mais cette explication ne fit que troubler davantage certains hommes, car la plupart des marins nourrissent un grand sentiment de superstition à l'égard des phoques, non seulement à cause du cri particulier de ces animaux quand ils sont en détresse, mais aussi à cause de l'aspect humain de leur tête ronde et de leur visage semi-intelligent lorsqu'on les voit monter à la surface auprès des navires. Il est arrivé souvent que des phoques aient été pris en mer pour des hommes. Les pressentiments de l'équipage devaient recevoir une confirmation plus plausible dans le sort qui atteignit ce matin-là un des membres. Au lever du soleil, cet homme était allé de son hamac à son poste de vigie au mât avant. N'était-il encore bien réveillé, car souvent les marins grimpent au mât dans un état de demi-sommeil. On n'en peut rien dire maintenant. Toujours est-il qu'il n'était pas depuis longtemps sur son perchoir lorsqu'un cri fut entendu, un cri et le bruit d'une chute. Levant les yeux, les hommes virent un fantôme traverser l'air et, en les baissant, un petit tas de bulles blanches sur la surface bleue de la mer. La bouée de sauvetage, une longue barrique mince, fut lancée de l'arrière où elle pendait toujours, se manœuvrant à l'aide d'un ressort ingénieux. Mais aucune main ne sortit de l'eau pour la saisir. Son bois rôti de soleil avait tellement joué qu'elle se remplit doucement, ses douves sèches s'imbibant comme une éponge. Et la barrique cerclée de fer alla rejoindre le marin au fond de l'eau, comme pour lui fournir un oreiller bien dur toutefois. Ainsi, le premier homme du Pécode, qui monta en vigie pour guetter la baleine blanche dans son habitat particulier, fut englouti par les profondeurs de l'abîme. Mais apparemment, il y en eut peu qui pensèrent à ça sur le moment. À vrai dire, les matelots ne furent pas très affectés par cet événement, du moins en tant que présage, car ils ne le considérèrent point comme l'annonce d'un mal futur, mais comme l'accomplissement d'un malheur déjà prédit. Ils déclarèrent connaître à présent la raison des cris sauvages qu'ils avaient entendus la nuit d'avant. Cependant, une fois de plus, le vieil homme de manne fut d'un avis contraire. Il fallait maintenant remplacer la bouée de sauvetage. Starbuck reçut l'ordre de s'en charger. On ne trouvait pas de barrique assez légère, et dans la fiévreuse attente du dénouement qui semblait proche, tout travail, n'ayant pas de rapport direct avec le but final, quel qu'il puisse être, impatientant les hommes, on allait finalement quitter l'arrière sans y avoir remis de bouée, quand Kikeg, au moyen de certains signes étranges et d'allusions, fit penser à son cercueil. « Faire une bouée d'un cercueil !» s'exclama Starbuck en tressaillant.
À mon idée, c'est assez bizarre, dit Stubb. Ça pourrait aller, remarqua Flasque. Notre charpentier peut facilement l'arranger. Montez-le, puisqu'il n'y a pas autre chose, fit Starbuck, après une pause mélancolique. Arrangez-le, charpentier. Ne me regarde pas comme ça. Le cercueil, je veux dire. Tu m'entends? Arrange-le. Faut-il clouer le couvercle, sœur? Demanda le charpentier en faisant comme s'il avait eu un marteau à la main. Oui. Et calfater les jointures, sœur? Continua l'homme en faisant le geste de calfater. Et le goudronner, sœur? Il eut l'air de manier un pinceau. Fiche-moi le camp. Qu'est-ce qui te prend? Fais une bouée de sauvetage de ce cercueil, c'est tout. Monsieur Stubb, monsieur Flasque, venez à l'avant avec moi. Le v'là parti dans la colère. Il supporte des choses énormes et le plus petit détail l'irrite. Or, ça ne me plaît pas. Je fais une jambe pour le capitaine Accab, bon, il la porte comme un gentleman, mais je fais une caisse pour Kikeg et il ne veut pas y poser sa tête. Est-ce que toutes mes peines pour ce cercueil seront pour rien? V'là maintenant qu'il faut que j'en fasse une bouée de sauvetage. C'est comme de retourner un vieil habit. Maintenant, faut mettre la chair de l'autre côté. Je n'aime pas ce genre de raccommodage. Je ne l'aime pas du tout. Ça manque de dignité. Ce n'est pas mon affaire. Que les gosses du rétameur fassent du raccommodage. Nous valons mieux que ça. Moi, j'aime m'attaquer à des travaux propres, vierges, bien combinés. Quelque chose de régulier qui commence au commencement, qui à mi-chemin se trouve au milieu de qui finit avec la fin. C'est bon pour les vieilles femmes de donner des raccommodages. Seigneur, quelle affection ont toutes les vieilles femmes pour les raccommodeurs. J'ai connu une vieille de 65 ans qui a fichu le camp avec un jeune étameur chauve. Et c'est la raison pour laquelle je ne voulais jamais travailler pour les vieilles femmes veuves ou seules sur terre, quand j'avais ma boutique dans le Vineyard. L'idée aurait pu germer dans les vieilles têtes de filer avec moi. Mais voilà, en mer, il n'y a point d'autre bonnet que des bonnets de neige. Voyons. Clouer le couvercle, calfater les joints et les passer au goudron. Les boucher comme il faut et le pendre par-dessus avec un ressort à l'arrière du vaisseau. Jamais auparavant on n'a fait de pareilles choses avec un cercueil. Il y a des vieux charpentiers superstitieux qui se feraient ligoter au gréement plutôt que de faire ce travail. Mais moi, je suis fait dans du sapin noueux et noir d'Orostock. Je ne pipe pas, accouplé à un cercueil, voguant avec un plateau de cimetière. Bah, qu'importe. Nous autres, travailleurs du bois, nous faisons des lits de mariés et des tables à jeux et des cercueils aussi et aussi des corbillards. Nous, travailleurs au mois ou à la pièce, on a le profit. Nous n'avons pas à nous demander à quoi sert notre travail, à moins que ça ne soit un retapage trop barbant. Et encore, nous nous arrangeons pour le bâcler si c'est possible. Au travail à présent. Voyons, j'aurai combien dans le profit du vaisseau? Mais j'ai oublié. En tout cas, je vais mettre 30 lignes séparées, 30 lignes de sauvetage pour tête de turc, chacune pendant des 3 pieds tout autour du cercueil. Comme ça, si le navire coule, il y aura 30 vaillants garçons en train de lutter pour un cercueil. Chose qui ne se voit pas souvent sous le soleil. Allons, marteau, fer à calfater, pot de goudron et épissoir. Allons-y. Le pont. Le cercueil posé sur 2 barriques à ligne, entre l'établi et l'écoutille ouverte. Le menuisier le calfate, la corde et les toupes se dévident lentement d'un grand rouleau placé dans la poche de son tablier. Accab sort lentement du passe-avant de la cabine et entend Pipe qui le suit. « Redescends, petit. Je serai encore avec toi bientôt. Aucune main ne me fait plus plaisir à tenir que celle de ce garçon. Qu'est-ce que c'est, ça? Une nef d'église? Bouée de sauvetage, sœur. Ordre de monsieur Starbuck. Oh, voyez, sœur. Attention à l'écoutille. Merci. Ton cercueil se trouve bien à portée de la tombe. Sœur? L'écoutille? Ah oui, c'est vrai, sœur. C'est bien vrai. C'est toi le fabricant de jambes? Celle-ci ne vient-elle pas de ta boutique? Je crois que oui, sœur. Est-ce que la virole tient, sœur? Assez bien. Mais es-tu aussi entrepreneur de pompes funèbres? Oui, sœur. J'ai arrangé la chose que voici comme cercueil pour Kikeg, mais maintenant ils m'ont mis à la transformer en quelque chose d'autre. Dis-moi tout de suite que tu es un fiefé rapace, un accapareur, vaurien de vieux païen,
Qu'un jour tu fasses des jambes et le lendemain des cercueils pour les y fourrer et par-dessus le marché des bouées de sauvetage de ces mêmes cercueils. Tu n'as pas plus de principe que les dieux. Tu fais comme eux. 20 métiers, 20 misères. Mais je n'ai pas de prétention, sœur. Je fais comme je fais. Tout à fait comme eux encore. Écoute, ne chantes-tu jamais quand tu travailles à un cercueil? On dit que les titans fredonnaient tout en taillant les cratères pour les volcans. Et dans la pièce de théâtre, le fossoyeur chante, bêche à la main. Ne le fais-tu jamais? Chanter, sœur? Si je chante? Oh, je m'en fous assez pour ça, sœur. Seulement, si le fossoyeur chantait, c'est parce que sa bêche ne faisait pas de musique. Mais mon maillet à calfater en fait, lui. Entendez-le. Oui, et c'est pour ça que ce couvercle est une table d'harmonie. Et ce qui en toute chose fait la table d'harmonie, c'est le vide qui se trouve dessous. Pourtant, un cercueil, avec un corps dedans, sonne un peu près de même, charpentier. As-tu jamais aidé à porter une bière et entendu le cercueil heurter le portail du cimetière en entrant? Ma foi, sœur, Ta foi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma foi, sœur, ce n'est qu'une sorte d'exclamation, rien d'autre, sœur. Continue. J'allais dire, sœur, que... Es-tu un ver à soie? Est-ce que tu files ton propre suaire avec le fil sorti de toi? Regarde ce qui sort de ta poche. Dépêche-toi et cache-moi tout ça. Il s'en va à l'arrière tout d'un coup, mais les rafales font comme ça dans les climats chauds. J'ai entendu dire que l'île d'Albemar, une des Galapagos, est coupée bien au milieu par l'équateur. Il me semble qu'un drôle d'équateur coupe aussi le vieux par le milieu. Il est toujours sous la ligne. Chaud, brûlant, je vous dis. Il regarde par ici. Viens par ici, étoupe, vite. Continuons. Ce maillet de bois est la batte et je suis le professeur de xylophone. Tape, tape. Achab à lui-même. Quel spectacle, quel bruit. Le pivert à tête grise qui tape sur l'arbre creux. Les aveugles et les sourds pourront être enviés maintenant. Voyez, cette chose repose sur 2 cuves à lignes pleines de lignes de remorques. Un malicieux farceur, cet homme. Ah, combien immatériels sont tous les matériaux. Qu'y a-t-il de vrai, en dehors des pensées impondérables? Voici le symbole redouté de la mort farouche, qui, par hasard, est devenu le signe expressif de l'aide et de l'espoir en la vie, quand cette dernière est le plus en danger. Une bouée de sauvetage d'un cercueil. Est-ce que ça va plus loin? Se peut-il que par quelque sens spirituel, le cercueil ne soit après tout qu'un pourvoyeur d'immortalité? Je vais y penser. Mais non, je suis allé si loin dans le côté sombre de la terre que son autre côté, celui qui théoriquement est clair, ne me semble qu'un crépuscule incertain. N'en finiras-tu donc jamais, charpentier, avec ce maudit bruit? Je descends. Que je ne revoie plus cette chose ici quand je remonterai. Maintenant, Pipe, nous allons parler de ça. Tu me nourris de si merveilleuses philosophies. Des canaux inconnus, de mondes inconnus doivent se vider en toi. Le Pécode rencontre la Rachel. Le lendemain, un grand bateau, la Rachel, fut aperçu venant droit sur le Pécode, toutes ses vergues encombrées d'hommes. À ce moment-là, le Pécode filait sur l'eau à bonne vitesse. Mais au moment où l'étranger, aux larges ailes, nous approcha, ses voiles arrogantes se désenflèrent, comme des vessies percées, et toute vie parut fuir de la coque blessée. « Mauvaise nouvelle. Il apporte de mauvaises nouvelles, » murmura le vieux matelot de l'île de Man. Avant que son capitaine, qui, le porte-voix à la bouche, se tenait dans son embarcation, ait eu le temps de nous lancer un appel plein d'espoir. La voix d'Achab se fit entendre. « Avez-vous vu la baleine blanche ?»« Oui, hier. Avez-vous vu une baleinière à la dérive, étouffant de joie ?» Achab répondit négativement à cette question inattendue, et serait volontiers monté à bord du vaisseau étranger si à ce moment-là on avait vu l'autre capitaine faire descendre son canot le long des flancs de son bâtiment, après en avoir arrêté la marche. Quelques bons coups d'aviron et sa gaffe eut bientôt agrippé les grosses chaînes du Pécode, et il sauta sur le pont. Achab le reconnut alors comme un de Nantucket, mais ils n'échangèrent aucune salutation d'usage. « Où était-elle? Pas tuée? Pas tuée ?» cria Achab s'approchant tout près de l'autre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il paraît que tard dans la journée précédente,
tandis que 3 baleinières du vaisseau étranger livraient bataille à un banc de baleines, ce qui les avait entraînées à 4 ou 5 milles du navire, et que d'autres chassaient là, sous le vent, la bosse et la tête blanche de Moby Dick avaient soudain émergé de l'eau bleue, pas très loin au vent. Sur quoi, la 4e baleinière, celle de réserve, avait été instantanément gréée et mise à la mer. Après avoir couru vite avec le vent, cette baleinière, la plus rapide de toutes, semblait avoir réussi à harponner pour autant qu'en avait pu juger la vigie. À distance, cet homme vit le canot rapetisser, puis une subite lueur d'eau blanche bouillonnante et plus rien par la suite. On en conclut que la bête blessée avait dû se sauver indéfiniment, entraînant ses chasseurs à sa suite comme il arrive souvent. Il y eut un peu d'inquiétude, mais pas d'alarme positive. Les signaux de rappel furent hissés aux drisses, la nuit tomba, forcé de ramasser ses 3 canots sous le vent avant de rechercher le 4e, précisément dans la direction opposée. Le navire, non seulement avait été obligé d'abandonner ce canot à sa chance jusqu'à minuit, mais même momentanément d'accroître la distance qu'il séparait de lui. Une fois le reste de l'équipage en sûreté à bord, on fit force de voile, bonnette sur bonnette, en direction de l'embarcation disparue. On alluma en guise de phare un feu dans les chaudières, à fondre la graisse, et tous les hommes disponibles grimpèrent guetter dans les vergues. Après avoir vogué ainsi à une distance suffisante pour gagner l'endroit supposé où les absents avaient été vus pour la dernière fois, le bateau mit ses canots à la mer pour inspecter les alentours. Ne trouvant rien, il reprit sa marche, s'arrêta de nouveau, remit ses canots sur l'eau et continua jusqu'au jour. Mais rien ne fut aperçu. L'histoire contée, le capitaine étranger enchaîna aussitôt en avouant quel était son destin en montant à bord du Pécode. Il demandait que ce navire se joignît au sien dans la recherche des disparus. Les 2 vaisseaux feraient route à quelques 4 ou 5 milles de distance l'un de l'autre, sur des lignes parallèles, et de la sorte ratisseraient pour ainsi dire un double horizon. Je parierais, murmura Stubb à l'oreille de Flasque, qu'un de ceux du canot disparu portait l'habit du dimanche du capitaine, et peut-être sa montre. Il a l'air tellement pressé de le retrouver. On n'a jamais entendu parler de 2 purs baleiniers croisant de conserve à la recherche d'un canot perdu, en plein cœur de la saison baleinière. Regardez donc, Flasque, regardez comme il est pâle, pâle jusqu'à la prunelle des yeux. Regardez. Ce n'est pas l'habit, ça doit être. Mon fils, mon propre fils, se trouve parmi eux. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, je vous en conjure, s'écria le capitaine étranger, s'adressant à Achab, qui, jusqu'ici, avait accueilli froidement sa proposition. Pendant 48 heures, laissez-moi affréter votre vaisseau. Je paierai bien, et de grand cœur, s'il n'y a pas d'autre moyen. 48 heures seulement, pas plus. Oh, vous devez faire ça. Son fils, s'écria Stubb. Ah, c'est son fils qui l'a perdu. Je retire ce que j'ai dit pour l'habiller et la montre. Que dit Achab? Faut que nous sauvions ce garçon. Il s'est noyé hier avec les autres, murmura le vieux de l'île de Man, qui se tenait derrière eux. J'ai entendu, vous avez tous entendu leur esprit. Comme il apparut bientôt, ce qui rendait encore plus pathétique cet incident de la Rachel, c'est que non seulement un des fils du capitaine se trouvait dans le canot perdu, mais que, dans l'équipage d'un autre canot qui en même temps avait été séparé du vaisseau au cours des dramatiques vicissitudes de la chasse, il avait un autre fils. De sorte que, pendant un certain temps, le malheureux père fut plongé dans la plus cruelle perplexité, qui ne fut nullement apaisé par le fait que son second adopta d'instinct la procédure habituelle d'un baleinier en pareil cas, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve entre plusieurs canots en péril mais dispersés, aller porter secours au plus proche. Pour quelle raison inconnue, le capitaine s'était abstenu de parler de tout ça, jusqu'au moment où il avait été forcé de faire allusion à son enfant manquant encore, un petit gamin de pas plus de 12 ans, que, dans sa rude et téméraire tendresse paternelle de Nantucket, il avait voulu initier de si bonne heure aux merveilles et périls d'une vocation qui était celle de toute sa race depuis des temps immémoriaux. Il est fréquent que des capitaines de Nantucket envoient un fils d'âge tendre loin d'eux, pour un voyage durant 3 ou 4 ans, à bord d'un autre navire que le leur,
afin que leur premier contact avec la carrière de baleinier ne soit affaibli par une partialité naturelle de la part d'un père ou par ses appréhensions excessives. Cependant, l'étranger continuait de demander sa pauvre faveur à Achab. Ce dernier restait toujours pareil à une enclume, recevant chaque choc, sans nullement broncher. « Je ne partirai pas, disait-il, avant que vous ayez dit oui. Faites pour moi ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous dans un pareil cas. Car vous avez un fils aussi, capitaine Achab, quoiqu'il soit encore qu'un enfant et qu'il soit en ce moment bien en sûreté chez vous, un enfant de votre vieillesse aussi. Oui, vous vous laissez toucher, je le vois. Courez, courez les hommes, et apprêtez-vous à brasser carré les vergues. »« Halte là !» cria Achab. « Ne touchez pas à un seul cordage. » Puis, d'une voix lente qui scandait chaque mot, « Capitaine Gardiner, dit-il, ne comptez pas sur moi. En ce moment même, je perds mon temps. Adieu. Que Dieu vous bénisse et puisse me pardonner. Mais il faut partir. Monsieur Starbuck, voyez la montre de l'habitacle. Dans 3 minutes à partir de l'instant présent, avertissez tous ceux qui sont étrangers à ce bord d'avoir à se retirer. Puis de nouveau en avant, et que le vaisseau continue son chemin. » Pivotant hâtivement, le visage détourné, il descendit à sa cabine, laissant le capitaine étranger pétrifié par ce refus total à ses ardentes supplications. Mais sortant brusquement de sa torpeur, Gardiner se hâta sans mot dire vers la coupée et, se laissant tomber plutôt qu'il ne descendit dans son canot, il retourna à son vaisseau. Les sillages des 2 navires divergèrent bientôt, et pour aussi longtemps que le vaisseau étranger resta visible, on le vit faire des embardées, çà et là, vers chaque tache sombre, pour si petite qu'elle soit, qui paraissait en mer. De part et d'autre, ces vergues se balançaient tandis qu'il continuait à louvoyer, luttant maintenant de front contre la lame, et même la poussant devant lui. De ce temps, ses mâts et ses vergues restaient couverts de grappes d'hommes, comme 3 grands cerisiers quand les garçons cueillent les cerises parmi les branches. Mais, par sa nage hésitante et sa pitoyable route de serpent, on voyait bien que ce vaisseau qui pleurait tant de larmes d'écume était toujours sans réconfort. C'était Rachel pleurant ses enfants perdus. La cabine. Achab se dressant pour monter au mont, Pip lui attrape la main pour le suivre. « Petit, je t'ai dit que tu ne dois pas suivre Achab maintenant. L'heure s'approche où Achab ne voudra ni t'éloigner de lui, ni t'avoir à ses côtés. Pauvre garçon, je sens que tu es un trop bon remède à ma maladie. Le semblable guérit son semblable, et pour la chasse que je mène, ma maladie est ma plus désirable santé. Reste ici, en bas. On te servira comme si tu étais le capitaine. Oui, mon petit, va t'asseoir là, dans ma propre chaise clouée. Tu es comme un écrou qui la tient encore plus fermement scellée dans le navire. Non, vous n'avez pas un corps entier, sœur. Servez-vous de moi comme votre jambe perdue. Sœur, je ne demande que ça, je reste une partie de vous. Ah, en dépit d'1 million de misérables, tu me ferais croire en l'impérissable fidélité de l'homme. Et c'est un nègre, et fou. Mais il me semble que dans son cas, le semblable guérit aussi le semblable. Il redevient sain d'esprit. On m'a dit, sœur, qu'une fois Stubb a abandonné le pauvre petit Pip, dont maintenant les ossements sont blancs, malgré tout le noir de sa peau vivante. Je ne vous abandonnerai jamais, sœur, comme Stubb l'a fait. Il faut que j'aille avec vous, sœur. Si tu continues à parler ainsi, la colère d'Achab va bouillonner en lui. Je te dis que non, c'est impossible. Oh, bon maître. Si tu pleures, je te tue. Méfie-toi, Achab est fou, lui aussi. Écoute, tu entendras tout le temps mon pied d'ivoire taper sur le pont et tu sauras que je suis toujours là. Maintenant, adieu. Ta main, touche. Tu es fidèle, petit, comme le rond l'est à son centre. Ainsi, Dieu te bénisse à jamais. Et si on arrive à ça, qu'il te sauve toujours, quoi qu'il arrive. » Achab sort, Pip fait un pas en avant. « Il était là, il y a un instant. Je suis dans son air. Mais je suis seul. Ah, si le pauvre Pip était ici, je supporterais la solitude. Mais il est perdu, Pip. Ding dong ding. Qui a vu Pip? Il doit être là-haut. Essayons la porte. Quoi? Ni serrure, ni verrou, ni barre, et pourtant pas moyen de l'ouvrir? Ça doit être de la magie. Il m'a dit de rester ici. Oui,
et il m'a dit que cette chaise clouée était la mienne. Alors voilà, je vais m'asseoir contre la traverse, au beau milieu du vaisseau. Toute sa quille et ses 3 mâts devant moi. Ici, disent nos vieux marins, 74 grands amiraux en uniforme s'assoient parfois à table et président des rangées de capitaines et de lieutenants. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Des épaulettes? Épaulettes. Les épaules dorées viennent toutes se presser les unes contre les autres. Passez les carafes. Content de vous voir, messieurs. Remplissez les verres, messieurs. Quelle drôle de sensation quand un petit nègre fait le maître de maison, recevant des hommes blancs qui ont des galons dorés sur leur uniforme. Avez-vous un nommé Pipe, messieurs? Un petit garçon, 5 pieds de haut, l'air d'un pandar? Et lâche? Il a sauté d'une baleinière une fois. Vous l'avez vu? Non? Eh bien, alors remplissez vos verres, capitaine, et buvons à la honte de tous les faussards. Je ne nomme personne. À leur honte. Mettez un pied sur la table. Honte à tous les faussards. Hitz! Là-haut, j'entends taper l'ivoire. Oh, maître, maître, vraiment, je suis découragé quand vous marchez au-dessus de moi. Mais je reste ici, même si cette poupe heurte des rochers qui la crèvent, et si les huîtres viennent se coller à moi. Le chapeau. Et maintenant, après une croisière préliminaire si étendue et si longue, toutes les eaux baleinières avant étaient parcourues. Achab paraissait avoir atteint la place et le moment propice. Il semblait avoir traqué son ennemi dans un parc de l'océan afin de l'y tuer plus facilement. À peu de choses près, il se trouvait aux mêmes latitudes et longitudes où sa lancinante blessure lui avait été infligée. À présent que l'on venait de héler un bateau qui avait rencontré Moby Dick, et que toutes les successives rencontres des précédents vaisseaux concouraient de diverses manières à montrer la démoniaque indifférence avec laquelle la baleine blanche mettait en pièces ses chasseurs, soit qu'elle attaqua ou fut attaquée, quelque chose de quasi insoutenable pour les âmes faibles apparut dans les yeux du vieillard. De même que l'étoile polaire qui ne se couche pas et qui pendant les 6 mois de nuit arctique s'impose à l'œil, perçante et constante, le lent regard d'Achab brillait maintenant fixement dans les ténèbres du sombre équipage. Il les dominait si bien que tous leurs mauvais présages, leurs doutes, leurs craintes étaient forcés de se cacher dans leur âme et ne pouvaient même laisser pointer une feuille. Au cours de cet intervalle symbolique, toute espèce d'humour, naturel ou forcé, disparut. Stubb n'essayait plus de faire rire. Starbuck ne tentait de plus rien empêcher. Joie, tristesse, espoir et peur semblaient également réduits en la plus fine poussière dans le mortier de lame de fer d'Achab. Comme des mécaniques, ils se déplaçaient, muets, sur le pont, avec la sensation de l'œil despotique du vieillard toujours sur eux. Mais si vous l'aviez regardé longuement en secret, quand il pensait qu'aucun regard, sauf un, était sur lui, alors vous auriez découvert que, comme son regard faisait trembler l'équipage, le sien tremblait sous le regard insondable du Parsi. Ou du moins, ce regard le troublait parfois de quelque façon sauvage. Un nouveau mystère étrange et gluant semblait recouvrir tout le maigre Fedallah maintenant. Des frissons troubles le secouaient sans cesse, à tel point qu'en vérité, on pouvait se demander s'il était un homme ou l'ombre flottante de quelqu'un d'invisible, jeté sur le pont qu'elle couvrait toujours. Car même de nuit, on n'avait jamais pu avoir la certitude que Fedallah dormait ou descendait en bas. Il restait debout sans bouger pendant des heures, ne s'asseyant ni ne s'appuyant jamais. Ses yeux d'ombre mais merveilleux disaient clairement « Nous autres, les 2 gardiens, nous ne reposons jamais ». À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les matelots ne pouvaient faire un pas sur le pont sans tomber sur Achab debout dans son trou de pivot, ou arpentant strictement le plancher entre les 2 limites interchangeables du grand mât et de l'artimon. Ou bien encore, il le voyait dressé dans l'écoutille de la cabine, son pied vivant posé sur le pont, comme pour faire un pas en avant, son chapeau rabattu sur ses yeux. Et malgré son immobilité, malgré l'accumulation des jours et des nuits, au cours desquels il n'avait point couché dans son hamac, il ne pouvait, à le voir ainsi, caché sous son chapeau, dire avec certitude si ses yeux se fermaient par moments ou s'il ne continuait pas toujours de guetter. Peu lui importait.
tandis qu'il se tenait ainsi debout durant 1 heure entière, que l'humidité nocturne couvrit de perles son manteau, son chapeau comme taillé dans la pierre. Les vêtements que la nuit avait mouillés, le soleil du lendemain les séchait sur lui. Et ce fut ainsi, jour après jour, nuit après nuit. Il ne descendait plus dans la cabine. Tout ce dont il avait besoin, il l'envoyait chercher. De même, il mangeait au grand air, c'est-à-dire ses 2 maigres repas, le petit déjeuner et déjeuner de midi. Il ne touchait jamais au souper. Il ne soignait plus sa barbe qui poussait en broussailles, pareille à la barbe qui pousse sur les racines des arbres renversés dont le haut est déjà mort. Mais bien que sa vie fût devenue maintenant une seule veille, et bien que la guette mystique du Parsi fût aussi constante que la sienne, ces 2 hommes ne semblaient jamais s'adresser la parole, sauf à de longs intervalles et seulement pour des choses nécessaires et sans importance. Quoiqu'un charme puissant semblât les apparier, ils paraissaient pourtant, aux yeux de l'équipage effrayé, aussi distants l'un de l'autre que les 2 pôles. Si de jour il leur arrivait d'échanger un mot, la nuit, ils étaient absolument muets. Mais parfois, durant de longues heures, sans un seul appel, debout à une grande distance l'un de l'autre, sous la lumière des étoiles, Achab dans son écoutille, le Parsi au pied du grand mât, ils se regardaient fixement, comme si, dans le Parsi, Achab voyait l'ombre de son corps projeté, comme si, dans Achab, le Parsi voyait son propre corps abandonné. Pourtant, par son commandement de chaque jour, chaque heure, chaque instant, Achab était un maître indépendant, et le Parsi son esclave. Mais tous 2 semblaient attelés ensemble et menés par un invisible tyran, l'ombre maigre à côté du corps solide. Car ce Parsi pouvait être ce qu'il voulait. Achab était toujours le navire même de la poursuite. À la toute première lueur pâle de l'aube, on entendait d'en haut sa voix de fer. « Garnissez les nids de pie !» Et toute la journée, jusqu'après le couchant et le crépuscule, à chaque heure, quand la cloche du timonier sonnait, la même voix montait. « Que voyez-vous ? Vite, vite !» Mais des 3 ou 4 jours qui suivirent la rencontre de la Rachel, chercheur d'enfants, aucun jet n'ayant été aperçu, le vieillard monomane sembla douter de la fidélité de l'équipage, de presque tous ses hommes, sauf des harponneurs païens. Il parut même penser que Stubb et Flask, ayant aperçu ce qu'ils cherchaient, avaient fermé les yeux. Mais si véritablement il avait ses soupçons, il se garda sagement d'en rien dire. Son allure paraissait l'insinuer. « Moi-même, je verrai la baleine le premier, dit-il. Oui, c'est moi, Achab, qui aurai le doublon. » De ses propres mains, il tressa en corbeille un nid de bouline, puis, en voyant un matelot en haut, en tête du mât de misaine, avec une poulie, il reçut les 2 extrémités de la ligne, en fixa une à la corbeille et prépara une cheville pour l'autre destinée à être arrimée à la lisse. Ceci fait, ce dernier bout encore dans la main, se tenant debout auprès de la cheville, il regarda son équipage. Son regard passa de l'un à l'autre, s'arrêtant longuement sur Dago, Kikeg, Tashtego, mais évitant Fedallah. Puis, fixant ferme son regard sur son second, il dit « Tenez la ligne, monsieur. Je la place entre vos mains, Starbuck. » Il s'installa dans la corbeille et donna l'ordre qu'on le hissât. Starbuck était celui qui, finalement, devait attacher la ligne et ensuite se tenir debout auprès d'elle. Ainsi, s'accrochant d'une main au cacatois, Achab explora la mer pendant des milles et des milles. En avant, en arrière, d'un côté, de l'autre, tout l'horizon rond que commandait une telle hauteur. Pour pouvoir travailler de ses mains à quelque endroit très élevé, presque isolé dans le gréement et n'offrant aucune prise au pied, le matelot est hissé par une corde dont le bout, attaché au pont, est toujours confié exclusivement à un seul homme, qui en a la garde particulière. Dans un tel désert de gréement mouvant, on ne peut pas toujours voir ce qui peut se passer en bas, et si, par manque de vigilance du veilleur, le bout fixé sur le pont se détache, l'échafaudage là-haut s'écroule, et sans que l'équipage y fasse attention, l'homme plonge dans la mer. Le procédé d'Achab n'allait donc point contre les habitudes. L'étrange, c'était d'avoir choisi Starbuck, le seul homme qui avait osé l'affronter avec tant soit peu de fermeté, un de ceux aussi dont la fidélité de garde pouvait lui sembler douteuse.
L'étrange, dis-je, était de l'avoir choisi, juste lui, d'avoir remis librement sa vie entre les mains d'un être dont, par ailleurs, il se méfiait tant. Or, la première fois qu'Akab fut hissé, 10 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un de ces farouches faucons de mer qu'on voit fréquemment voler autour des vigies des baleiniers dans ces latitudes vint tourner et crier autour de sa tête, l'entourant des labyrinthes de son vol rapide, s'élançant droit dans l'air à 1000 pieds, puis retombant en spirale, pour tourbillonner encore autour de la tête du vieillard. Mais Akab, le regard fixé sur le lointain et pâle horizon, ne semblait pas remarquer l'oiseau sauvage. En vérité, personne d'autre n'y aurait beaucoup fait attention si un incident assez fréquent en était survenu. L'œil le moins attentif donnant alors une signification maligne à presque tout. « Votre chapeau, sœur !» cria soudain le matelot sicilien, qui, posté en vigie au mât de perroquet, se trouvait directement derrière Akab, bien qu'à un niveau plus bas et séparé de lui par un profond abîme. Mais déjà l'aile noire passait devant les yeux du vieillard, et le long bec crochu frappa sur son chapeau. Avec un cri perçant, le faucon noir s'élança avec sa prise. Un aigle vola 3 fois autour de la tête de Tarquin, enlevant sa coiffure pour la remplacer, et sur ce, Tanaquil, femme de Tarquin, déclara que son époux serait roi de Rome. Le remplacement de la coiffure étant considéré comme de bon augure. Le chapeau d'Akab ne fut jamais replacé. Le faucon sauvage poursuivit son vol en l'emportant loin, devant la proue, et finalement il disparut, et à l'endroit où il disparut, on vit vaguement un petit flocon noir tomber de cette immense hauteur dans la mer.